Dans cette série, je vais aborder l'adaptation d'impédance, c'est-à-dire on va chercher à chaque fois d'adapter une ligne de transmission d'impédance caractéristique Z0 à une charge ZL. Je commencerai par une série d'exercices sur l'adaptation par élément localisé, puis je traiterai l'adaptation par stub, que ce soit un stub en série ou en parallèle. Et enfin, je traiterai deux exercices sur l'adaptation par deux stubs, que ce soit des stubs en parallèle ou en série. Je commence par le premier exercice de la série. Donc on cherche à dimensionner un circuit L permettant d'adapter une charge à la fréquence f est égale à 3 GHz. Il nous donne deux charges. Je vais commencer par la première charge, à savoir ZL est égal à 150 moins J200. Et bien sûr, on va chercher les solutions analytiquement, puis on va essayer de retrouver ces solutions en utilisant la vague de Smith. Donc, là, je vois que la partie réelle de ma charge est supérieure à Z0. Donc, je vais utiliser l'adaptation parallèle série. Et je vous rappelle, pour les notations, B, c'est une susceptance et X, c'est une réactance. Donc, on a démontré en cours que les solutions sont B et X, ils sont données par ces expressions. Et bien sûr, si on connaît XL et RL, c'est-à-dire la partie réelle de la charge et la partie imaginaire de la charge, ainsi que l'impédance caractéristique, on peut calculer la susceptance B et la réactance X. Donc, si B est positif, puisque c'est une susceptance, ça veut dire que c'est la susceptance produite par un condensateur. Car on aura 1 sur JC oméga, c'est JC oméga. Si B est négatif, donc ça veut dire qu'on a une self. Par contre, pour X, si X est positif, c'est la réactance produite par une self. Par contre, si X est négatif, c'est la réactance produite par un condensateur. Bon, à partir des éléments RL et XL et Z0, je peux calculer B et X. Donc là, pour la première solution, B est positif, donc c'est un condensateur. Je peux remonter à la valeur de la capacité, car je sais que B est égal à C oméga, donc du coup, je peux calculer C, la même chose pour L. Donc la solution, c'est une adaptation parallèle série, et j'ai en premier un condensateur suivi d'une self. Deuxième solution, j'ai B et X négatif, ça veut dire que la valeur de B qui est négative, c'est la susceptance produite par une self. Et X est négatif, ça veut dire que c'est la réactance d'un condensateur, et à partir de là, je détermine la valeur de L et C. Maintenant, on va déterminer, non, je m'excuse, je prends la deuxième charge. Dans ce cas, j'ai RL inférieur à Z0. Et là, je vais utiliser l'adaptation série parallèle et les expressions de B et X qu'on a démontrées en cours sont données par ces expressions-là. Donc, connaissant RL, XL et Z0, je peux calculer B et X. Donc, pour cette valeur de charge, on trouve B est égal à ça. Donc, B, c'est la susceptance d'un condensateur. Et X, dans ce cas, c'est la réactance d'une self. À partir de là, je calcule les valeurs des composants. Et ça, c'est ma solution. Donc, la deuxième solution, je peux calculer Bx. Donc là, je vois que B est négatif. Donc, c'est la susceptance produite par une self. Et X est positif. Donc, X, c'est
c'est la réactance d'une self et la solution sont deux selfs, la première en série et la deuxième en parallèle. Maintenant, on va essayer de retrouver ça directement en utilisant la bague de Smith. Donc la première des choses qu'il faut faire, c'est de normaliser la charge par rapport à Z0. Donc là, on a ZL est égal à 1,5 moins J2. Donc il faut commencer par placer cette charge sur la bague. Voilà. Donc sur le cercle, R est égal à 1,5 et sur l'arc, X est égal à moins 2. Là, j'ai une adaptation parallèle série. Donc à la fin, le seul cercle qui passe par 1, lorsque je travaille en série, c'est ce cercle-là. Donc je dois m'arranger à ce que lorsque je vais mettre ça en parallèle à ça, avec ça, l'impédance équivalente doit être située sur le cercle R est égal à 1. Donc là, j'ai deux impédances. Donc puisqu'ils sont en parallèle, donc je vais travailler en utilisant les admittances. Donc je vais chercher YL. Donc maintenant, on doit chercher le point qui va nous donner une impédance sur le cercle R est égal à 1. Donc ce point n'est autre qu'un point de ce cercle-là. Donc la solution, ça va être un point de ce cercle-là, c'est-à-dire Y est égal à 1. Maintenant, j'ai mon YL, je rajoute GB, donc j'affecte uniquement la partie imaginaire. Donc je vais me déplacer sur le cercle, partie réelle de YL est égale à une constante. Donc c'est le cercle qui passe par ce point et qui passe par le circuit ouvert. Donc voilà. À partir de là, une fois que je vais croiser le cercle Y est égal à 1, je vais m'arrêter. Et à partir des parties imaginaires de YL et la partie imaginaire de ce point, c'est-à-dire ici, je peux calculer C. Et je vois que la différence ici, il est positif. Donc C, c'est un condensateur. Donc B, ça correspond à la susciptance d'un condensateur. Donc là, ce que j'ai calculé ici, tout simplement, en ce point, c'est ça en parallèle avec ça. Or, je sais que je vais travailler après en série. Donc là, je vais repasser encore en série. Je vais chercher le symétrique de ce point par rapport au centre. Voilà, donc c'est ce point-là. Et bien sûr, ce point, il appartient au cercle R est égal à 1. Maintenant, il suffit de rajouter pour atteindre le centre, il suffit de rajouter un composant qui a une réactance positive. Et le seul composant qui a une réactance positive, c'est la self. Donc ce ZL. Donc là, c'est le déplacement ou la navigation sur la bague en impédance. Voilà. Donc à partir de ce point maintenant, si je rajoute une self, je vais atteindre le centre. Et bien sûr, pour connaître la valeur de la self qu'il faut rajouter pour atteindre le centre, donc là j'ai 1 moins 1,79, donc je dois annuler cette partie. Donc, pour chercher l'intersection de la partie réelle de YL avec le cercle Y est égal à 1. Donc je peux avoir une deuxième intersection ici. Rapidement, je cherche la solution. Voilà. Donc là, si je calcule la partie imaginaire de ce point, moi la partie imaginaire de ce point, je vais trouver un chiffre négatif et par conséquent, ça va correspondre à la susciptance produite par une self. Et à partir de là, je calcule la valeur de L. Je trouve 7,11. Maintenant, je vais repasser, car là, en ce point-là, c'est juste ça en parallèle avec ça. Or, je vais rajouter quelque chose en série, donc je vais revenir en impédance. Donc je vais chercher le symétrie de ce point par rapport au centre, c'est ce point, et bien sûr ce point il doit appartenir au cercle R est égal à 1. Voilà. Donc le déplacement correspondant lorsque je passe de ZL à une impédance ici, ça correspond à ce déplacement en rouge.
À partir de là, je dois rajouter quelque chose pour annuler la partie imaginaire. Donc, pour annuler la partie imaginaire, il suffit de rajouter une self. Non, il n'y a pas un condensateur, tout simplement. Donc là, j'ai les coordonnées de ce point, c'est 1 plus 1,79j. Donc, il faut rajouter un condensateur qui a moins 1,79. Et à partir de là, vous pouvez calculer la valeur de C. Voilà. Dans l'exercice précédent, on a cherché deux composants pour adapter la ligne à la charge. On va travailler à une dimension. On cherche quelles sont les charges qu'on peut adapter si on travaille avec un seul composant. Là, c'est très simple. Si je prends le premier exemple, la charge, il est en série avec cette réactance. Donc, il faut que Z0 soit égal à Jx plus ZL. Donc, les seules charges que je peux adapter avec cette technique, ce sont les charges qui ont cette forme-là. Pour la configuration en parallèle, la configuration en parallèle, c'est la même chose. Il faut que JB plus YL soit égal à Y0, c'est-à-dire 1 sur Z0. Et du coup, les charges que je peux adapter sont de la forme 1 sur Z0 moins JB. Dans cet exercice, on va aborder l'adaptation par stub en parallèle. Le principe de ce type d'adaptation est très simple. Je cherche un endroit de la ligne où l'admittance ramenée est égale à 1 plus une partie imaginaire, c'est-à-dire sa partie réelle est égale à 1. Après, je rajoute un stub pour annuler la partie imaginaire. Donc le stub, il doit me ramener une susceptance de moins B'. Donc à partir de ça, on peut traduire tout ça en équation pour chercher les solutions qu'on a démontrées en cours. Donc les solutions, elles sont sous cette forme-là. Avec XL, RL sont, RL c'est la partie réelle de l'impédance de charge, mais normalisée par rapport à Z0. XL, c'est sa partie imaginaire. T est égal à tangente de bêta L1. Donc les inconnus pour nous, ce sont T et B. Donc ils sont donnés par ces expressions-là. Je prends l'exemple d'une charge de 100 plus J 80. Or T1 c'est tangente de bêta L. Donc là, vous prenez la relation inverse pour déterminer la position où on va placer le stub pour que la partie réelle de l'admittance normalisée soit égale à 1. Et bien sûr, si vous avez des solutions négatives, il faut toujours rajouter k lambda sur 2. Donc là, on trouve les deux solutions. Maintenant, je vais calculer la susceptance du stub. À partir de là, donc j'ai les susceptances. Je sais bien le stub, il est en court-circuit, donc l'impédance ramenée par un stub est égale à J tangente de bêta LS. Vous prenez l'inverse, donc c'est 1 sur J tangente de bêta. Donc vous allez avoir la susceptance est égale à moins 1 sur tangente de bêta LS. À partir de là, vous calculez les longueurs du stub qui vont me produire ou qui vont annuler la partie imaginaire de l'admittance ramenée à la distance L est égale à L1. Et toujours, à chaque fois que vous avez des solutions négatives, vous rajoutez K lambda sur 2. Maintenant, on va déterminer ces solutions, mais cette fois-ci, en utilisant la BAC. Donc, la première des choses à faire, c'est de normaliser votre ZL par rapport à Z0. Donc là, il n'y a pas d'unité, donc là, il y a une erreur, donc il n'y a pas d'unité. Donc là, vous avez ZL, c'est 1,33 plus J 1,07 que vous placez sur la BAC.
Donc là, c'est votre ZL. À partir de là, à partir de ZL, je sais que je vais me déplacer vers la charge, mais sur une ligne de transmission d'impédance Z0. Donc, je vais me déplacer sur le cercle ρ est égal à une constante dans le sens horaire. Donc, la première des choses, il faut tracer le cercle ρ est égal à une constante. C'est le cercle de centre, le centre de la vague, et de rayon, la position de la charge. Je sais que je vais travailler après en parallèle. Et le but, c'est d'atteindre le centre. Ça veut dire Y, IN est égal à 1. Donc, je dois m'arranger à s'arrêter sur ce cercle là, car je sais que ce cercle qui passe par 1 lorsque je rajoute soit un stub en court-circuit ou un stub en circuit ouvert. Donc, je rappelle encore, lorsqu'on travaille en série, on se déplace sur le cercle qui passe par le circuit ouvert. Donc, ce sont ces cercles-là. Et quand on travaille en parallèle, on se déplace sur le cercle qui passe par le court-circuit. Donc, je sais que mon dernier élément en parallèle, il est en parallèle, et le seul cercle qui passe par ce point et qui passe par 1, c'est le cercle Y est égal à 1. Donc, c'est à partir de ces remarques que je vais trouver mes solutions. Donc là, je vais me déplacer sur une ligne de transmission, donc sur le cercle ρ est égal à une constante, et je vais m'arrêter soit là, soit là. Donc, je vais avoir deux solutions. Donc là, je travaille en Z. D'accord? Or ici, dans la notation, c'est en Y. Donc pour chercher le B', d'accord, il faut passer en admittance. Donc je vais chercher le symétrique de ce point par rapport au centre de la vague. Donc ce point, c'est 1 moins 0,49. Donc déjà, avant, je vais calculer la longueur L1, c'est-à-dire la position où je vais poser mon stub. Donc là, il suffit de tracer des droites qui passent par ZL et le centre et une autre droite qui passe par ZL et cette position-là, et vous faites la lecture sur les échelles de la vague. Donc là, cette position, là, cette longueur, elle est de 0,227. Maintenant, je vais déterminer le B'. Pour cela, je dois repasser en admittance. Donc là, ce point-là, c'est Y juste à la droite du premier stub. C'est-à-dire, c'est de la forme 1 plus J B'. Le stub, il doit me ramener moins B'. Ça veut dire moins 0,96. Donc je repère moins 0,96. Il est là. Le stub, il est en court-circuit, mais je travaille en admittance. Et lorsque je travaille en admittance, le court-circuit se retrouve à la droite ici. Et le circuit ouvert, il se retrouve à la gauche. Et de là, je peux faire la lecture de la longueur du stub qu'il me faut pour annuler cette partie imaginaire 0,96. Et bien sûr, quand je rajoute ça, je vais me déplacer sur le cercle Y est égal à 1 pour atteindre le centre. Donc ça, c'est la première solution. La deuxième solution, au lieu de s'arrêter ici, je vais m'arrêter là et je vais refaire le même raisonnement. Donc, ça c'est le sens de la navigation sur la vague en Z. Donc ce point, je dois tracer les droites qui passent par le centre et par ZL et par le centre et ce point, et je fais la lecture sur la vague pour déterminer la position L1. Maintenant, pour déterminer B', car là, je travaille toujours en impédance. Donc, je dois repasser en admittance. Donc, je cherche le symétrique. Le symétrique, c'est 1 moins 0,96. Donc, ce point, c'est l'admittance ramenée juste à la droite du stub.
Et le stub, qu'est-ce qu'il va faire? Il va manuler cette partie imaginaire. Donc, il doit avoir une susciptance de plus 0,96. Donc, je repère 0,96 sur la BAC et je fais la lecture sur la BAC. Là, c'est un stub en code-circuit. Quand je travaille en parallèle, le code-circuit se retrouve sur la droite de la BAC et je fais la lecture facilement sur la BAC. Voilà, et bien sûr, pour la navigation, donc quand je rajoute le stub, je vais me déplacer dans ce sens-là. Dans cet exercice, on va aborder l'adaptation par stub en série. Donc son principe est très simple. On a une charge ZL qu'on cherche à adapter à une ligne de transmission d'impédance caractéristique ZC. Ce qu'on fait, on cherche un point de la ligne de telle façon que la partie réelle de l'impédance ramenée soit égale à 1. Donc, je peux l'écrire sous la forme 1 plus JX. Le stub, il doit manuler cette partie imaginaire et par conséquent, il doit me ramener une réactance de moins X. Donc sur la gauche, puisque les éléments sont placés en série, sur la gauche, on aura l'impédance équivalente, c'est 1 plus Jx moins Jx qui est égal à 1, et par conséquent, Zin est égal à Z0, et donc le coefficient de réflexion à l'entrée, il est égal à 0. Donc on peut traduire tout ça en équation. On montre que les expressions de solutions sous cette forme-là. C'est-à-dire T est égal à fonction de BL, GL. Et là, il faut faire attention. BL et GL sont la partie réelle et la partie imaginaire de l'admittance de charge. Donc T est égal à tangente de bêta L1. Si on connaît T, on peut remonter à L1. Et bien sûr, on peut calculer la réactance du stub qu'il nous faut pour assurer l'adaptation. Donc là, on va prendre un exemple. Donc on a une charge. Maintenant, vous avez l'habitude. Donc il faut diviser par l'impédance caractéristique de la ligne. Donc ça, c'est ZL. Or non, il nous faut le BL et le GL. Donc, il faut prendre l'inverse de ça pour déterminer GL et BL. Donc votre GL est égal à 0,577 et BL est égal à moins 0,385. Donc une fois que vous avez ça, vous pouvez remplacer dans l'expression de T et vous avez les deux solutions T1 et T2. À partir de ces deux solutions, T1 et T2, vous remontez en longueur L1 et L2, c'est-à-dire à la position où on va placer le stub pour qu'il nous annule la partie imaginaire de l'admittance de l'impédance ramenée. Donc les réactances du stub, donc on peut le calculer, une fois qu'on a les X pour les stubs. Donc là, on sait pour un stub en code-circuit, le ZCC est égal à ça, et à partir de là, on remonte en longueur des stubs qu'il nous faut pour produire ces réactances. Donc sur la BAC, on peut trouver ces solutions rapidement, car là on travaille en série, donc il n'y a pas de problème. On va toujours chercher l'intersection avec le cercle R est égal à 1. Première des choses, il faut placer votre ZL. Donc là, vous allez vous déplacer sur une ligne de transmission. Vous allez vous déplacer sur le cercle Ross est égal à une constante. Donc il faut chercher l'intersection de ce cercle Ross avec le cercle R est égal à 1. Et j'ai deux intersections, une ici et une là. Mais là, il faut faire attention, quand je me déplace sur la ligne de transmission, je me déplace sur le sens horaire. Dans le sens horaire. Je prends la première solution. À partir de là, je peux lire la position L1. Il suffit de lire sur la BAC la position de ce point et de ce point de faire la différence. Maintenant, en ce point,
je dois rajouter en série un stub qui va m'annuler cette partie imaginaire. Donc le stub doit ramener une réactance de plus 0,75. Donc vous repérez plus 0,75. Le stub, il est en court-circuit. On a travaillé en série, donc il faut commencer la lecture à partir de la gauche. Voilà, donc si vous faites la lecture, vous allez trouver 0,102. Donc si on rajoute un stub qui a une longueur de 0,102 lambda, sûr qu'on va atteindre le centre. Deuxième solution. Donc au lieu de m'arrêter ici, je vais m'arrêter là. Mais je vais me déplacer dans le sens horaire. Voilà. Donc là, ça va me donner la longueur L1. Je peux faire la lecture sur la bac. Maintenant, vous avez l'habitude. Le stub, il doit me ramener une réactance de moins 0,75. Je repère moins 0,75 et je fais la lecture à partir d'ici, car le stub, il est en court-circuit et j'ai travaillé en série. Et je lis la valeur sur la bac. Et bien sûr, à cette longueur-là, ça correspond à ce déplacement. Dans cet exercice, pour adapter la ligne principale à la charge, on va essayer de placer entre les deux une ligne de transmission d'impédance caractéristique Z1 et de longueur L. Le but, c'est d'avoir à l'entrée ici de la ligne d'adaptation un coefficient de réflexion est égal à 0, ou si vous voulez, une impédance d'entrée ZIN est égale à Z0. Donc les inconnus pour nous, c'est Z1 et L. On va voir quels sont les avantages et inconvénients de cette technique, surtout du point de vue expérimental. Donc le but, c'est d'avoir ZIN est égal à 1. Donc pour cela, il suffit d'appliquer la définition de l'impédance ramenée en un point L. Donc vous l'écrivez en fonction de Z1. C'est Z1 qui joue le rôle d'impédance caractéristique dans l'expression que j'ai donnée en cours. Bon, vous remplacez ZL par sa valeur. Le but, c'est d'avoir ZIN est égal à Z0. Donc, on résout cette équation, on sépare la partie réelle et la partie imaginaire, on retombe sur un système qu'on peut résoudre facilement. Donc les solutions sont Z1 est égal à moins 25T et T c'est plus ou moins 4,1. On prend la solution T négative, pourquoi? Car il nous faut une solution Z1 positive. Voilà. Et du coup, on a L1. À partir de ça, on calcule Z1. Maintenant, est-ce que toutes les charges peuvent être adaptées? Oui. Toutes les charges peuvent être adaptées par cette technique. Mais l'inconvénient, c'est que pour chaque charge, il faut une ligne de transmission d'impédance caractéristique bien spécifique. Or, expérimentalement, c'est impossible de trouver des lignes de transmission qui ont des impédances caractéristiques adaptées pour chaque type de charge. On va essayer de chercher ces solutions, mais en utilisant la vague de Smith. Bon, là, le problème, c'est qu'on a, sur la vague de Smith, on normalise par rapport à Z0. Et Z0, c'est la ligne principale. Or, dans notre cas, on a deux lignes de transmission. On a une ligne d'impédance caractéristique Z1 qui va nous servir d'adaptateur et on a notre ligne principale qu'on cherche à adapter à la charge. Donc, côté normalisation, il faut faire attention pour la normalisation sur la vague. Donc, la première des choses à faire, c'est de normaliser ZL par rapport à la charge principale, par rapport à la ligne de transmission principale, c'est-à-dire par rapport à Z0. Donc là, vous allez avoir
c'est 5 plus 2,5. Après, il faut placer cette charge sur la bague, donc c'est le cercle 5 et l'arc 2,5. Le but de l'adaptation, c'est d'atteindre le centre. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de chercher le cercle qui passe par ce point et par le centre, ici. Une fois qu'on l'a tracé, pour déterminer Z1, qu'est-ce qu'il faut faire? On fait la lecture ici. C'est le R max. Donc là, si je fais la lecture ici, c'est à peu près 6,6. Je veux atteindre le centre. Or, de là à là, j'ai un transformateur quart d'onde. Donc j'ai l'impédance ici fois l'impédance en ce point est égale à l'impédance de la ligne Z1 au carré. Et par conséquent, je peux déterminer Z1. Bien sûr, il faut multiplier par 40 car on a normalisé par rapport à la ligne principale. Maintenant, pour déterminer la longueur de cette ligne. Là, il y a une autre opération à faire, c'est de normaliser maintenant votre ZL par rapport à Z1 et non pas par rapport à Z0. Vous allez trouver ZL est égal à 1,95 plus 0,97. Vous placez ce point sur la bague, donc il est là. À partir de là, car le but c'est de partir à partir de ce point et d'atteindre le centre. Donc pour faire la mesure, tout simplement, ça va vous faire cette longueur plus lambda sur 4, c'était plus 0,25. Donc il suffit de lire ici les valeurs. Et là, vous avez à peu près 0,287 et vous voyez très bien qu'on retrouve les valeurs qu'on a déterminées analytiquement. Dans cet exercice, on va aborder l'adaptation à deux stubs. Donc le principe, c'est très très simple. On connaît L1, on connaît GL et PL. Ce sont les parties réelles et imaginaires de l'admittance ramenée et qui est normalisée au point L est égal à L1. On connaît la distance D entre les deux stubs. Dans le cas général, c'est lambda sur 8, 3 lambda sur 8. Maintenant, le premier stub, il doit être ajusté de telle façon que l'admittance ramenée juste à la droite du premier stub soit égale à 1 plus GP2. Ça veut dire la partie réelle de l'admittance ramenée juste à la droite du deuxième stub est égale à 1. Donc à partir de ça, bon, il y a beaucoup de calculs à faire, on démontre que les solutions sont cette forme-là. Donc si on connaît BL, GL et T, on peut déterminer P1 et P2. Et si on détermine P1 et P2, on peut remonter aux longueurs du stub, des deux stubs LS1 et LS2. Donc les solutions sont sous cette forme. Je prends le cas de l'exercice. On a la charge 12,5 plus 37,5 ohms, mais le premier stub, il est placé directement sur la charge. Donc notre GL et BL, ça va être directement la partie réelle et la partie imaginaire de l'admittance de charge. Donc on trouve 0,4 et 1,2. Donc là c'est le GL et là c'est le BL. Donc il suffit de le remplacer dans ces expressions-là. Bien sûr, il faut calculer T. T c'est tangente de bêta D. D c'est lambda sur 8. C'est la distance entre les deux stubs. À partir de là, bon, on va vérifier tout d'abord est-ce que cette charge se trouve dans la zone qui peut être adaptée par cette technique. Donc il suffit de vérifier est-ce que cette condition est vérifiée ou non. Donc si on prend 1 plus t carré sur t carré, ça donne 1 plus 1 sur 1, ça donne 2.
notre GL est égal à 0,4. Donc 0,4 il est inférieur à 2 et par conséquent, on peut adapter cette charge par cette technique. Donc là, je vais faire les calculs. Pour le premier stub, je trouve deux solutions. Donc pour un stub en court-circuit, j'ai la longueur correspondante. Et pour un stub en circuit ouvert, je vais avoir encore deux solutions. Pour le stub 2, je trouve les susceptances C3 moins 1. Donc pour un stub en court-circuit, la longueur, il y a deux solutions. La même chose pour un stub en circuit ouvert. Donc pour la solution graphique, donc la première des choses à faire, c'est de pivoter votre cercle unitaire, c'est celui-là, de lambda sur 8. Lambda sur 8, ça correspond au quart de la vague de Smith. Car un tour de la vague, il fait lambda sur 2. Et la moitié, c'est lambda sur 4. Et le quart, c'est lambda sur 8. Maintenant, pourquoi on cherche à pivoter ce cercle? Tout simplement, on le pivote dans le sens anti-horaire. Lorsqu'on va chercher la solution, on va partir à partir de la charge, on va rajouter un stub. Ici, l'admittance équivalente au stub plus la charge se retrouve sur ce cercle-là. Si on rajoute lambda sur 8, certainement le point va être sur le cercle R est égal à 1. Et s'il est sur le cercle R est égal à 1, ça veut dire qu'on est ici à la droite du deuxième stub. Il suffit de rajouter un stub pour annuler la partie imaginaire. Donc la première des choses à faire, c'est de faire pivoter le cercle unitaire de lambda sur 8. Donc là, vous placez votre charge, donc c'est 0,25 moins 0,75. On va chercher YL. Et pour le cas de l'adaptation à deux stubs, la navigation sur la vague sera en admittance et non pas en impédance. Donc là, j'ai mon YL. Ma charge, elle est placée directement sur le stub, il est placé directement sur la charge. Donc si je veux déterminer l'admittance équivalente juste à la gauche de la charge, ça va être YL plus JB2. Sur la vague, ça correspond à quoi? Ça correspond à ce que je ne vais pas affecter la partie réelle de YL. Donc je vais me déplacer sur le cercle, partie réelle de YL est égale à une constante, c'est-à-dire sur le cercle 0,4. Là, donc c'est ce cercle-là. Donc j'ai deux intersections entre le cercle. Partie réelle de YL est égale à une constante, c'est-à-dire 0,4, et le cercle unitaire décalé de lambda sur 8. Donc je vais avoir deux solutions. Une solution ici, une deuxième solution là. Je prends la première solution. Donc le stub, il m'a permis de me déplacer entre ce point et ce point-là. Pour déterminer sa substance, il suffit de prendre la partie imaginaire de YL et la partie imaginaire de ce point et de faire la différence. Donc c'est 1,8. Donc là c'est 1,8 moins 1,2 et qui est égal à 0,6. Donc le stub qui va me permettre de se positionner en ce point a une susceptance de 0,6. Donc pour déterminer sa longueur,
on sait qu'on a travaillé en admittance et le stub il est en circuit ouvert. Donc lorsqu'on travaille en admittance, le circuit ouvert il se trouve ici et le coup de circuit il se retrouve sur la droite. Donc la lecture de la longueur du stub sur la bague, il suffit de positionner 0,6, de tracer la droite qui passe par le centre et par 0,6 et de faire la lecture en commençant à partir de la gauche. Donc vous allez trouver quelque chose comme 0,086 lambda. Arrivé en ce point-là, donc par rapport à mon circuit, je suis sur la gauche du stub. Donc je vais me déplacer de lambda sur 8 sur une ligne de transmission. Or, le déplacement sur une ligne de transmission, il s'effectue sur le cercle ρ est égal à une constante. Donc je trace le cercle ρ est égal à une constante. Je sais que ces deux cercles sont décalés de lambda sur 8. Donc quand je rajoute lambda sur 8 dans ce sens, certainement le point correspondant à ce déplacement va se retrouver sur le cercle R est égal à 1. C'est ce point-là. Donc en ce point-là, je suis juste à la droite du deuxième stub. Et on voit très très bien que la valeur, l'admittance en ce point, c'est 1 plus 1 moins 3J. Donc le stub, le deuxième stub, il va me permettre d'annuler cette partie imaginaire. Donc il aura une susceptance de plus 3. Donc vous repérez le B2 est égal à 3 sur la bague. Voilà. Vous tracez la droite qui passe par le centre et par ce point. Et vous faites la lecture à partir de la gauche sur la bague. Vous allez trouver une longueur de 0,2 lambda à peu près. Donc si je rajoute un stub qui a cette longueur, certainement je vais me retrouver au centre de la bague ici. Donc ça c'est concernant la première solution. La deuxième solution, au lieu de m'arrêter ici, je vais m'arrêter là. Donc, je vais le faire rapidement. Donc là c'est mon ZL, YL, ça c'est le cercle. Partie réelle de YL est égale à une constante. Donc là, je dois m'arrêter en ce point. Donc, pour calculer la susceptance du stub qui va me permettre de m'arrêter en ce point. Donc là, déjà, il y a une erreur fatale. Là, c'est GB1 et là, c'est GB2. Donc, c'est inversé. C'est pas grave. Donc, je répète, là, c'est GB1 et là, c'est GB2. Donc, je vais déterminer l'admittance, la susceptance de ce stub, c'est-à-dire B1. Pour cela, je dois faire la lecture entre la partie imaginaire de ce point et la partie imaginaire de ce point. Donc, c'est 0,2 moins 1,2. Donc, le stub, le premier stub, il aura une susceptance de moins 1. Donc, je repère le moins 1 sur mon graphe. Voilà, et je fais la lecture. Donc là, c'est moins 1. Et je fais la lecture à partir de la gauche. Donc, en ce point-là, je suis juste sur la gauche du premier stub. À partir de ce point-là, je vais me déplacer sur une ligne de transmission, d'une longueur de lambda sur 8. Et pour le déplacement sur une ligne de transmission, il s'effectue toujours sur le cercle ρ est égal à une constante et dans le sens horaire. Donc il faut tracer le cercle ρ est égal à une constante. Voilà, donc à partir de ce point, ça c'est le cercle ρ est égal à une constante. Donc en ce point-là, quand je rajoute lambda sur 8, certainement je vais me retrouver en un point sur le cercle y est égal, r est égal à 1, car ces deux cercles ils sont décalés de lambda sur 8. Voilà, donc je vais m'arrêter ici sur le cercle. Et en ce point, la valeur de l'admittance, c'est 1 plus une partie imaginaire. Vous faites la lecture ici, donc c'est 1, et là vous avez 1, donc c'est 1 plus
Donc le deuxième stub, il doit me ramener une admittance, il doit me ramener une susceptance de moins 1. Donc il faut repérer moins 1 sur la BAC, donc vous allez vous retrouver ici, et du coup, vous pouvez déterminer la longueur de votre stub. Il va être la même que celle du premier stub. Donc, à cette longueur, ça correspond à un déplacement dans ce sens-là. Et vous voyez très bien que les valeurs déterminées à partir de la VAC sont en parfait accord avec les valeurs qu'on a déterminées à partir des expressions analytiques. Dans l'exercice 8, on va adapter la ligne à la charge, mais cette fois-ci en utilisant deux stubs en série. Donc au lieu de travailler avec des stubs en parallèle, cette fois-ci, on va prendre les deux stubs en série. Donc la première question, on vous demande de donner l'impédance normalisée juste au point A, juste à la gauche du premier stub. Donc j'ai ma charge, il a une impédance RL plus JXL. Le stub a une réactance, on a une JX1. Par conséquent, le stub et la charge sont placés en série. Donc l'impédance équivalente, c'est la somme des deux. Donc je vais avoir c'est RL plus J facteur de X1 plus XL. Après, on vous demande de calculer l'admittance au point B ici, juste à la droite du deuxième stub. Le point A, l'impédance au point A, il joue le rôle de charge pour cette ligne de transmission. Donc si je veux déterminer l'impédance au point B, je vais utiliser l'expression de l'impédance ramenée à un point L d'une ligne de transmission et de prendre la charge cette fois-ci, c'est ZL en série avec L1, c'est-à-dire l'impédance ZA. Donc si vous appliquez la définition, vous allez vous retrouver avec une expression comme ça. Donc je vais séparer la partie réelle et la partie imaginaire de ZB. Après, on vous demande quelle est la condition sur ZB pour réaliser l'adaptation. Pour nous, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche à ce que l'impédance au point B soit égale à 1 plus JX, c'est-à-dire sa partie réelle est égale à 1. Comme ça, le stub, il peut annuler la partie imaginaire. Donc la solution qu'on cherche, c'est réel de ZB, elle est égale à 1. Donc c'est la condition pour réaliser l'adaptation. Après, on vous dit que la plage des RL, et je rappelle RL, c'est la partie réelle de l'impédance de charge de ZL. Donc, on résout par rapport à RL ici, même si on connaît RL, c'est juste pour voir quelle est la plage des valeurs RL qui peut être adaptée par cette technique. Donc, si on fait la résolution, c'est une équation de deuxième degré, on va trouver deux solutions. Donc, pour que la solution existe, il faut que le terme sous la racine soit positif. Donc, il faut que Z, que 4t carré facteur de 1 moins xl plus x1 fois t au carré sur 1 plus t carré soit compris entre 0 et 1. Donc, je vais rajouter à ce terme plus ou moins 1. Or, on sait que RL est égal à ça. Donc, ce terme-là, c'est 2t carré sur 1 plus t carré. Donc, je transforme un petit peu. Après, je vais me retrouver avec cette expression.
Donc la plage des RL qui peuvent être adaptés par cette technique, ils sont compris entre 0 et 1 sur sinus de bêta carré D. Maintenant, on va déterminer les réactances normalisées des deux stubs qu'on a placés en série. Donc on résout cette fois-ci cette équation, mais l'inconnu c'est x1. On trouve deux solutions. C'est une équation de deuxième degré, facile à résoudre. On trouve deux solutions. Le deuxième stub, il doit avoir moins la partie imaginaire de l'impédance au point ZB. Donc x2 est égal à ça. Connaissant RL, T et XL, on peut calculer x1 et x2. Donc je prends l'exemple d'une charge 70 moins 80. Donc je calcule petit zl, donc là c'est RL et ça c'est XL. Je calcule T, c'est tangente de bêta D. À partir de là, je peux déterminer X1 et du coup je peux déterminer L1, la longueur des stubs. De la même façon pour le step 2, je peux déterminer L2 et j'ai toujours deux solutions. Sur la BAC, rapidement, je fais pivoter mon cercle unitaire de D. Dans notre cas, le cas D est égal à lambda sur 8. Donc je place ma charge ZL. Là, tous les éléments sont placés en série. Donc on va travailler avec les impédances. Et on va chercher les intersections avec le cercle unitaire, c'est-à-dire le cercle R est égal à 1. Donc je place ma charge ZL. Donc quand je rajoute un stub en série avec la charge, donc je vais me déplacer sur le cercle, partie réelle de ZL est égale à une constante, c'est-à-dire ce cercle-là. Et je dois chercher l'intersection de ça avec le cercle unitaire déplacé de lambda sur 8. Donc je vais avoir deux intersections. Donc ça c'est la première. Elle est à 1,4 plus 1,92. Donc en ce point, je suis juste à la gauche du premier stub, c'est-à-dire au point A. À partir du point A, je vais me déplacer sur une ligne de transmission. Donc je vais me déplacer sur le cercle ρ est égal à une constante dans le sens horaire. Donc déjà, je vais déterminer ici la valeur de la réactance dans mon stub. Donc c'est la partie imaginaire ici moins la partie imaginaire ici. Donc c'est 1,92 moins 1. Ça donne 3,52. Si je connais la réactance, je peux déterminer la longueur du stub. Il suffit de placer x1 est égal à 3,52 sur la BAC, de tracer la droite qui passe par le centre et par ce point, et de faire la lecture. Là, le stub, il est en circuit ouvert. Donc, lorsque je travaille en série, ici, j'ai le court-circuit, et là, j'ai le circuit ouvert. Et je fais la lecture sur la BAC. Donc, la longueur, c'est à peu près 0,455. Donc, en ce point-là, je suis juste à la gauche du premier stub. Et je vais me déplacer sur une ligne de transmission. Donc, je dois tracer le cercle ρ est égal à une constante. Et le déplacement, il va s'effectuer dans le sens horaire. Voilà. Donc là, quand je me déplace de ce point qui appartient au cercle décalé de lambda sur 8, je me déplace de lambda sur 8 dans le sens horaire, donc je vais me retrouver sur le cercle R est égal à 1. Donc en ce point-là, je suis au point B, je suis juste à la droite du deuxième stub. Donc la valeur de l'impédance en ce point, c'est 1 moins 1,65. Le deuxième stub, il doit m'annuler cette partie imaginaire. Donc il doit me ramener une partie réelle, il doit me ramener une réactance de plus 1,65.
Donc je repère 1,65. Je trace la droite qui passe par le centre et par ce point. Et je fais la lecture à partir de ce point-là, car le stub il est en circuit ouvert. Donc arrivé à ce point, si je rajoute un stub qui a cette réactance, sûr que je vais atterrir au centre de la vague. Et bien sûr, à cette longueur-là, ça correspond à ce déplacement dans ce sens-là. Donc ça, c'est concernant la première solution. La deuxième solution. Donc la deuxième solution, je refais la même chose. Donc ZL, là, au lieu de m'arrêter ici, je vais m'arrêter là. Car il y a deux intersections entre la partie réelle de ZL est égale à une constante et le cercle R est égal à 1 décalé de lambda sur 8. Donc je lis la valeur de l'impédance ici et bien sûr la valeur du stub qui va me permettre d'avoir cette amplitude ici, c'est la partie imaginaire de ce point, moins la partie imaginaire de ZL. Et je trouve, donc le stub devrait avoir une réactance de 1,68. Donc pour déterminer sa longueur, il suffit de positionner 1,68 sur la vague et de faire la lecture sur la vague, bien sûr, en commençant à partir de la droite, car les stubs ils sont en circuit ouvert. Donc la lecture, la longueur du stub, c'est à peu près 0,416. Donc en ce point-là, je suis juste à la gauche du premier stub, c'est-à-dire au point A. Maintenant, du point A, je vais me déplacer vers la ligne de transmission. Et je vais me déplacer sur une ligne de transmission d'impédance caractéristique Z0. Donc, il faut tracer le cercle Ross est égal à une constante à partir de ce point-là. Donc, quand je vais me déplacer de lambda sur 8, dans le sens horaire, ce point, il appartient à ce cercle-là. Donc, quand je vais me déplacer de lambda sur 8, je vais me retrouver sur le cercle R est égal à 1. Donc, c'est ce point-là. Donc, je lis sa valeur. Et c'est quoi ce point-là? C'est l'impédance juste à la droite du 12e stub, c'est-à-dire l'impédance au point B. Le stub, il va me ramener plus 0,35. Donc, je repère 0,35 sur la vague et je fais la lecture et je trouve une longueur à peu près de 0,300. Donc, quand je rajoute en série un stub qui a une longueur de 0,303, sûr que je vais atteindre le centre. Et bien sûr, à cette longueur, ça correspond à ce déplacement dans ce sens